capital santé, c'est l'essentiel. Sans lui, plus rien ne se fait. Mais du jour au lendemain, tu es là pour plus personne quand tu es malade. Tu n'existes plus. Mais dans le monde du travail, on est passé à autre chose. C'est là où si t'as pas de projet, tu vas avoir à gérer ta maladie, mais une belle dépression. On n'a plus le temps de s'occuper de toi, même si tu es le fondateur de l'entreprise. Le psychothérapeute et psychiatre Viktor Frankl travaillait presque exclusivement avec des patients suicidaires avant d'être envoyé en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand auparavant, il avait vu des patients libres qui voulaient mourir, il était maintenant au milieu des personnes emprisonnées qui, en dépit des pires conditions qu'on puisse imaginer, se battaient pour survivre. Dans une telle situation, quand il ne nous reste plus rien, disait Frankl, on doit faire plusieurs choses. Considérer son sort avec un froid détachement, développer des stratégies pour survivre, trouver une raison de vivre pour les minutes qui viennent et pour le reste de sa vie. Si on trouve un but, non seulement on survit, mais on progresse en tant qu'être humain. Il disait que, quand on est confronté à la souffrance ou à l'angoisse, on doit s'engager dans la situation, sachant qu'on est toujours libre de choisir au moins une chose. Son attitude vis-à-vis de la situation. En décidant du sens qu'on va lui donner, cela permet de transformer les défis en accomplissements. Bienvenue dans notre podcast Attitude, podcast du service STEP, le premier service de santé au travail des entrepreneurs par la prévention en France, en Belgique et en Suisse. Je suis Iris Ramos, je suis psychologue du travail, présidente et fondatrice du service. Bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon tout premier invité, Christian Chiyou. Christian, tu me fais l'honneur de faire mon premier podcast. Très heureuse de t'avoir. Tu es médecin biologiste. Plaisir aujourd'hui d'avoir Bio comme partenaire dans la partie bilan biologique et accompagnement de nos clients. Raconte-moi comment tu es arrivé dans ce monde, dans cette profession. Bonjour, j'allais vous dire un petit peu par hasard. J'avais fait des études de médecine pour être médecin généraliste, un petit peu ce que je connaissais chez moi dans ma campagne. C'est un métier qui me passionnait, enfin que je trouvais extrêmement intéressant. Et puis j'ai de mes camarades qui sont mis à passer le concours de l'internat, enfin à préparer le concours de l'internat. Je les ai accompagnés en me disant ça me fera pas de mal, ça me fera tout revoir. Et puis j'ai été reçu au concours de l'internat pour faire de la biologie médicale, chose qui ne me passionnait pas vraiment. Donc je m'étais amusé à faire à côté de la réanimation pédiatrique, de la pédiatrie tout court. Et puis c'était encore à l'époque, parce que je suis un vieux monsieur, où il y avait le service militaire. Et j'avais décidé qu'en sortant du service militaire, je ne m'étais pas vraiment impliqué dans les études de biologie médicale. J'allais reprendre la vie, finir mon internat de médecine générale pour acheter un cabinet de médecine générale et de me lancer à l'aventure. Et en fait, le destin est toujours un petit peu bizarre, parce que j'avais rencontré, en sortant du service militaire, un de mes anciens professeurs qui était bactériologiste et qui m'avait dit tiens, viens donc chez nous faire des gardes, tu vas voir, c'est très différent. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui malheureusement est décédé, mais un monsieur qui m'a passionné pour la biologie. Et donc, en presque un an, parce que j'avais pris beaucoup de retard pour passer tous les DES de biologie, j'ai acquis tous mes DES et je suis devenu biologiste de cette façon. Et je suis rentré dans un laboratoire d'analyse de biologie privé qui, à l'époque, m'intéressait énormément, parce qu'on gérait pas mal de pathologies, notamment des pathologies hospitalières. Ça allait de la naissance, vraiment de la procréation médicalement assistée, jusqu'à la chirurgie cardiaque, en passant par une grosse clinique de cancérologie où on était à même de travailler sur plusieurs sujets. Et petit à petit, la loi concernant la biologie médicale a évolué. Donc d'un laboratoire, on est passé à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bref, une trentaine dans la région centre en ce qui me concerne. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est dit là, il faut qu'on continue. On est allé voir nos amis dans la région Grand Ouest, Bretagne, Maine-et-Loire, la Sarthe. Et on a créé un groupe qui à l'époque s'appelait Et ce groupe, au bout de 5 ans, est devenu quelque chose d'assez important. Et nous avons fusionné là, avec ça maintenant quelques années pour devenir le leader de la biologie médicale française, avec 27% de part de marché. Si ma mémoire est bonne, vous avez 1800 sites partout en France. Alors en France, ça doit être 988 et 1800 en Europe. Enfin, France et Europe. Donc 27% des parts de marché de la biologie médicale en France. Oui. C'est très significatif. Jusqu'à quand tu as été aux commandes? Raconte-moi toute la partie évolution, mais surtout à quel moment tu as un peu arrêté. En pratique, j'aurais pu être encore aux commandes, mais c'est moi qui ai fait le choix d'arrêter. En gros, les dernières années de mon
mon exercice était un petit peu compliqué puisque c'était les années Covid et donc on faisait beaucoup de dépistage Covid. Moi, à Tours, j'en faisais jusqu'à 33 000 par jour. Donc prélevé, analysé, rendu. Donc ça nécessite quand même une belle organisation. C'est beaucoup de travail, c'est du 24/24, 7 jours sur 7. Et puis à côté de ça, nous faisions le séquençage pour Santé publique France pour étudier les mutations du virus. Donc ça nous faisait encore beaucoup plus de travail. Bref, je travaillais en gros, entre 15 et 18 heures par jour, pour pas dire un petit peu plus. Arrivé à la soixantaine, j'étais très, très, très fatigué. J'avais surtout relativement mal à l'épaule, mais vraiment, ça devenait tous les jours un peu plus pénible et je m'étais dit: «Bon, mon petit pépère, tu as 60 balais, tu vas me faire la maladie typique, du gars qui vieillit, tu me fais une rupture de la coiffe de rotator». Bon et en fait, je suis quand même allé voir un jeune confrère pour me dire: «Bon voilà, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Il dit: «Je vais te faire une IRM», mais quand j'ai passé l'IRM 3 jours après, c'était pas du tout une rupture de la coiffe de rotator, c'était une immense lacune de 6 centimètres dans l'humérus. Donc là, j'ai tout de suite fait le diagnostic parce que ça revenait mon métier. Je me suis découvert un très, très beau myélome. Là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est-à-dire vous êtes à fond, vous gérez des tas de choses en même temps, c'est une habitude, hein, vous dormez et d'un seul coup, on me dit: «Ah non, mais là maintenant tu touches à plus rien» et en plus, bon, l'humérus a cassé 48 heures après spontanément, donc j'ai bien été obligé de m'arrêter. Mais c'est un coup de tonnerre, c'est une vraie déflagration, c'est la vie qui s'arrête. Alors ce d'autant que, étant du métier, je savais ce qui m'attendait quand je me suis diagnostiqué le myélome. Je savais quel était le parcours et malheureusement, j'en connais aussi l'issue avec, éventuellement le pronostic et la durée de ce pronostic. Ça arrange jamais rien pour avoir le bon moral. Bon, c'est pour autant que je suis allé voir, une de mes confrères, qui est hématologiste, qui m'a bien pris en charge et qui, m'a permis de faire mon autogreffe, de faire toute ma chimio, mon immunothérapie et mon suivi et aujourd'hui, ben, quand je suis sorti de l'autogreffe, je me suis dit: «Bon allez Christian, tu as passé beaucoup de 35 ans de ta vie à construire un laboratoire, tu as construit, plein de choses, tu avais jusqu'à 600 salariés, beaucoup d'activités qu'on avait diversifiées jusqu'à de la génétique qui se faisait très peu, qui se fait très peu dans le privé, tout ça, enfin j'en étais relativement fier et content. C'est pour autant que c'est pas avec ça qu'on vit, donc j'ai pu aller voir mes associés et j'ai vendu toutes mes parts sauf une et aujourd'hui, j'ai quitté définitivement le laboratoire. J'y vais relativement régulièrement pour faire mes prises de sang et rencontrer mes ex-collègues avec beaucoup de plaisir, mais d'ailleurs on déjeune régulièrement ensemble, mais je n'y mets plus les pieds pour travailler pour l'instant parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, quoi. C'est d'abord parce que notre profession évolue extrêmement vite, la technologie évolue vite, les prises en charge bougent beaucoup, donc il faudrait que je retourne un petit peu à l'école aujourd'hui pour m'y remettre vraiment, quoi. Et comment tu as fait face à la situation quand, tu t'es vu en face du problème? Parce que le problème, tu le sentais, mais tu le laissais un peu de côté. Une fois que tu pouvais plus faire l'autruche, parce que tu l'as bien fait pendant un temps, hein, et pourtant tu es bien placé pour aller faire de la prévention. Une fois que les choses étaient là, comment tu as fait face? Comment tu as accueilli les choses? Quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fait face? Te dire que j'ai gardé le sourire et que j'avais le moral, pendant quelques jours, ça a été compliqué et puis, bah, moi, je suis de nature optimiste, naturel optimiste et un petit peu battant dans l'existence en me disant: «Bon, il te reste peut-être pas beaucoup de mois à vivre, mais il faut au moins les vivre bien». Donc on va faire le traitement. Donc ça, c'était le premier point. Puis deuxièmement, tu déconnectes pas de ton entreprise dans la seconde non plus. Tu te dis: «Bon, les quelques jours les quelques semaines qui me restent avant de rentrer dans une chambre stérile pour faire une autogreffe, il faut que tu les utilises à passer le flambeau». Entre le moment où je me suis diagnostiqué la maladie, c'est passé, 2 mois et demi. Ces 2 mois et demi-là, je les ai pleinement utilisés pour former mon successeur, qui était quelqu'un de l'entreprise, qui connaissait parfaitement, mais qui avait pas, toutes les relations avec les fournisseurs et ainsi de suite. Donc, j'ai utilisé ces 2 mois et demi-là pour bien compacter et qu'il soit bien à l'aise demain pour reprendre le flambeau. Ça, c'était un point extrêmement important pour moi. Patauge pas que enfin voilà, qu'il ait tous les éléments. J'ai ouvert tous les tiroirs, tous les placards et ainsi de suite avec toutes les petites notices qui allaient bien pour qu'il soit très à l'aise, qu'il ait pas vraiment besoin de moi, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Pas entendu causer après. Est-ce que tu étais indemnisé par ta prévoyance? Comment tu as été pris en charge? Alors ça, pour le coup, oui, j'ai été pleinement indemnisé par ma prévoyance. C'est toujours très drôle, la vie et c'est quand je me suis installé, j'avais mon beau-père qui était assureur et qui avait dit: «Ah oui, mais vous, avec les professions libérales, il y a toujours un problème. La prévoyance et tout, vous négligez toujours ça jusqu'au jour où vous avez un problème et vous pleurez parce que rien n'est fait» et il nous avait dit: «Faut prendre ce type de prévoyance, vous verrez». Alors c'est sûr que quand tu reçois la cotisation, tu dis: «Ah bah, peut-être pas, mais» et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce qu'effectivement, ça aussi, c'est traversé avec une certaine
sérénité parce que ma prévoyance, m'a apporté mes émoluments, que je recevais au laboratoire de par ma profession. Donc si tu veux, pendant ce temps-là, tu ne te poses pas de questions. Tu as pas besoin en plus faire la manche, à la sortie de l'hôpital. Comment ça s'est passé le traitement? Comment ça va aujourd'hui? Et comment tu as trouvé du sens après? Parce qu'une fois qu'on a été autant investi, c'est pas très facile de lâcher et je pense que ça aide à trouver du sens. Alors, en fait, si tu veux, bon, je te le dis, moi, je suis un battant. J'ai travaillé quasiment jusqu'à rentrer dans la chambre stérile. Moi, j'ai travaillé la veille au soir, j'étais encore au labo, je suis rentré directement dans ma chambre stérile et il y a un moment, tu es obligé de couper. Alors, c'est dur parce que tu as 200 mails par jour, 30 coups de fil ou l'inverse. Quand tu es aux commandes, tu te dis: «Mais putain, mais qu'est-ce qui m'emmerde avec tout ça?» Et le jour où tu te retrouves, hospitalisé là, tu plus rien. Tu n'existes plus pour personne et ça, c'est compliqué à vivre. Mais tu as une occupation qui arrive assez vite puisqu'on va te mettre en aplasie, parce que tu vas avoir 42 fièvres et ainsi de suite. Je passe sur tous les détails parce que c'est pas les moments les plus sympathiques de ma vie que j'ai traversés, mais c'est pour autant que j'ai été tout de suite plongé dans autre chose sans trop m'interroger sur moi-même, quoi. Sans trop ressasser le passé en me disant: «Ouais, le labo, nana», ça avait pas le temps de me manquer parce que j'avais d'autres problématiques à gérer qui étaient moi et moi seul, quoi. Pour moi, ça a été compliqué et puis quand tu sors d'une autogreffe, même si j'ai eu la chance de pas y être très, très longtemps, moi, mon image, c'est, la machine à laver, mais façon essorage, tu vois? C'est tu sors, je me souviens du de l'interne qui m'avait dit: «Ouh, vous partez, vous allez voir monsieur Chiou, ça vieillit, ça vous vieillit beaucoup. Quand même, tu es costaud, jusqu'à maintenant, tu as toujours couru». «Oui, bah, en fait, pour faire lit fauteuil, il faut que tu aies une chaise dans le milieu parce que les 15 mètres, tu fatigues pour les faire». J'exagère un peu, mais c'est ça. En gros, c'est une grossesse, hein, pour s'en remettre, c'est 9 mois. C'est vrai. Alors pendant ces 9 mois-là, si tu veux, là, tu commences à recogiter un peu parce que petit à petit, ça va de mieux en mieux et tu te dis: «Bon, alors tu bien». Moi, j'adore lire, donc c'est bien, mais il y a un moment, tu te dis: «Il faut que je bouge un petit peu» et la chance que j'ai eue, c'est que mon fils me dit: «Bah, tiens, l'entreprise dans laquelle je travaille est à vendre» et donc bah, je lui ai donné un coup de main pour qu'il l'achète. Je lui ai donné un coup de main pour, faire son quotidien de gestion et ainsi de suite, tout en étant dans mon bureau et bah, ça me prenait quelques heures, mais ça me permettait de m'évader et de ne plus penser à moi et même de ne plus penser au labo et de faire autre chose, tu vois? Tu vois, on revient un peu à ce que disait Frankl. Quand il avait étudié les personnes en camp de concentration, ce psychiatre incroyable qui a un peu profité de ce temps pour voir comment les gens s'en sortaient, il regardait les profils et c'est pas les plus forts physiquement qui s'en sortaient, ce n'est pas ceux qui étaient avec leur famille, c'est pas les plus forts mentalement, c'était tous ceux qui avaient un projet. Exactement. Et c'est vrai que ce qui te fait tenir et penser à demain, c'est de dire: «Tiens, j'ai un projet, j'ai quelque chose, ça me fait me lever, me donner l'énergie» et cetera. Donc tu as forcément trouvé, le meilleur médicament pour aller mieux. C'est aussi de voir quelque chose qui évolue, qui a des objectifs, du sens et en plus, en ralliant peut-être ça avec, du temps à passer avec, ton fils. Donc, en ayant donné également du sens à cette expérience. Il me semble important aussi de te demander ce que tu conseillerais à des dirigeants extrêmement occupés, pris et cetera, qui imaginent que la douleur à l'épaule, peut attendre l'année prochaine parce qu'en attendant, ils l'ont normalisé et que leur santé, c'est la dernière des préoccupations parce qu'ils ont une boîte à faire tourner. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, qu'ils fassent pas la connerie que j'ai faite où, j'avais accès, quand même d'une façon simple à la prise de sang et au nombre d'analyses médicales illimitées que le laboratoire pouvait, faire. Moi, je pense qu'un bon bilan annuel évite d'avoir mal à l'épaule comme j'ai eu. Je m'explique, c'est-à-dire que si j'avais eu un petit bilan, 6, 9, 10 mois avant d'avoir mal à l'épaule, j'aurais fait le diagnostic de ma maladie, parce que c'était déjà existant. Donc je pense que l'idée n'est pas de faire des bilans tous les 15 jours. Enfin nous, biologistes, on aimerait bien, mais c'est pas le but. Au moins un très bon bilan tous les ans, c'est extrêmement important et c'est extrêmement important, d'autant plus quand ça vous est arrivé. Parce que moi, bon, ma santé, ça allait bien, tu cours, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. J'ai ma boîte avant tout. Sauf que quand on est malade, tu te rends compte d'un seul coup que le capital santé, c'est l'essentiel. Sans lui, plus rien ne se fait. Et puis tu te rends compte d'une deuxième chose, c'est que tu as couru toute ta vie. Tu as fait plein de choses, tu as construit, tu es à l'aise avec tout ce que tu fais et ainsi de suite. Puis tu te dis: «Waouh, quand je m'arrêterai, j'aurai éventuellement un petit peu d'argent, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça». Et là, quand tu tombes malade, le «je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça», d'un seul coup, ça s'assombrit et tu ne fais plus rien de ce que tu avais prévu de faire. Parce que ton capital santé ne te permettra plus de le faire. Alors que tout ça, tu peux l'éviter avec un simple bilan une fois par an. Enfin, tu sais ce que j'en pense, on en a longuement débattu tous les deux. Prévention, même pour le chef d'entreprise, c'est quelques minutes dans une année, mais pour moi, c'est essentiel pour bien continuer à vivre ensuite. Et dans ta chambre d'hôpital
d'hôpital, hein, il n'y avait que ta famille et tes amis, il n'y avait pas un client. Il n'y avait pas, des collègues, du congrès international, il n'y avait pas, c'est ça la question que je me pose souvent aussi. Dans la chambre d'hôpital d'un dirigeant, qui est présent? Alors, la mienne était un peu particulière parce que c'était une chambre stérile, donc à part moi et moi, il y avait pas grand monde d'autres. Mais après, ce qu'il faut bien penser et je le disais tout à l'heure, que tu reçois tous les jours 200 mails, 30 coups de fil ou l'inverse, peu importe, mais et puis tu en as marre, mais du jour au lendemain, tu es là pour plus personne quand tu es malade. Tu n'existes plus. Donc le après, que tu sois chez toi ou dans une chambre d'hôpital, tu auras éventuellement des bons copains qui vont venir te voir, mais dans le monde du travail, on est passé à autre chose. On n'a plus le temps de s'occuper de toi, même si tu es le fondateur de l'entreprise, même si on est passé à autre chose. Enfin, c'est compliqué à gérer et c'est là où si tu as pas de projet, non seulement tu vas avoir à gérer ta maladie, mais une belle dépression. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne construisent rien personnellement à côté. Il y a même des femmes qui retardent l'âge pour faire un enfant, voire qui renoncent au fait d'avoir une famille. Il y en a beaucoup qui sont célibataires. Et il y en a beaucoup qui n'ont rien construit personnellement. Et le problème, quand tu as dédié toute ta vie à ce travail-là, c'est que quand ça s'arrête, de manière pas brutale, hein, si tu es malade, eh bien, il reste pas grand-chose. C'est important de mener de front des projets personnels, ta vie professionnelle, de faire attention à soi parce que si tu n'as plus un corps qui t'amène partout et pas de projet, non. Et puis surtout de s'accrocher à des choses qui ont du sens pour toi. Je rencontre beaucoup de personnes qui font des projets ou parce que les parents voulaient ça. Le sens de ce que tu fais au quotidien te porte, mais il faut que ça te tienne vraiment à cœur, que tu sois dans un alignement avec ce que tu aimes. Sinon, c'est très complexe de trouver la santé, parce que souvent on parle des problématiques de santé au travail, mais le travail c'est la santé. Et d'ailleurs, dans les déterminants de la santé, les personnes qui ont un travail sont toujours en meilleure santé que les personnes qui n'en ont pas. Donc on a tendance à beaucoup parler des problèmes de santé au travail, mais avoir un travail au sens projet, but, etc., c'est bon pour la santé, à condition que cela te parle, que cela te reflète, que cela t'amène tous les jours dans une flamme particulière. Est-ce que tu as un conseil à donner, un mot de la fin, des choses que tu voudrais partager, transmettre? J'ai tendance à dire que la vie ne se comprend qu'en marche arrière, mais ne se vit qu'en marche avant. Et c'est souvent quand les choses sont arrivées, qu'on comprend des choses qu'on aurait dû peut-être voir avant. Avec ton recul, qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Bah, beaucoup de choses, mais en quelques secondes là, moi je voulais transmettre, tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que, le chef d'entreprise, c'est souvent un passionné, il fait les choses, par passion et ta principale passion, c'est ton entreprise quelque part et puis à un moment, tu as plus le choix, tu es pris dans les engrenages et tu es obligé de tourner. Ça, c'est vrai, moi je me suis éclaté à construire, je me suis éclaté, j'ai rencontré plein de gens, plein de choses, mais encore une fois et tu avais bien raison de dire, si tu as pas quelque chose à côté et la famille est très importante, mais quelquefois, elle ne suffit pas non plus. Si tu as pas un autre projet concret qui est autre que de repeindre les volets, quand tu vas t'arrêter, je veux dire un vrai projet, concret, le jour où tout s'arrête et ça n'arrive pas qu'aux autres, le fait que ça s'arrête. D'un seul coup, c'est un grand vide. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'effectivement, d'avoir une petite marotte ou quelque chose à côté, ça mange pas de pain et c'est pas le peu de temps que ça prendra au chef d'entreprise dans son temps de loisir qui obérera la qualité de son entreprise. La deuxième chose, je reviens sur ce que je disais, la prévention, et pourtant Dieu sait si je suis bien placé, c'est pareil, ça ne prend que quelques minutes dans une année. C'est rien, mais qu'est-ce que ça peut faire gagner comme temps? Qu'est-ce que ça peut faire gagner comme douleur? Qu'est-ce que ça peut faire gagner comme carrière? Aujourd'hui, moi, si ça m'était pas arrivé, je serais toujours la tête dans le guidon dans le laboratoire. Bon, je disais à ma femme: «Bah, finalement, c'est pas drôle d'être tombé malade, mais ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur autre chose et de revoir la vie, j'allais dire du bon côté, sans être pressé, sans être stressé, sans être de revoir la vie, de la vie de famille, tout ça, de prendre le temps de déjeuner, de discuter, de prendre le temps d'eux. Alors même si, c'est pas forcément mon quotidien, mais prendre le temps d'eux, c'est vachement important. Chose qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est chef d'entreprise. Donc ne pas négliger cette prévention. Je fais pas de la pub, Iris ne me paye pas pour ça. Tu n'es pas client de Step, hein. Je commence par toi parce que j'adore, ce que tu représentes. Tu représentes cette sagesse qu'on n'a pas quand on entreprend, qu'on démarre. La réussite, qui est la tienne, pas seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Il faut réussir à être une personne qu'on a envie d'être tous les jours. Provoque en moi l'admiration. Je suis, très admirative de ton parcours. Donc tu ne représentes pas les clients de
STEP, qui peuvent être des dirigeants jeunes, moins jeunes, etc., en activité, mais tu représentes le profil du partenaire que j'ai envie d'avoir, puisque Biogroup est engagé à nos côtés dans nos bilans. Tu représentes la sagesse que certains entrepreneurs n'ont pas et de laquelle on peut tous s'inspirer. Donc, je tenais vraiment à ce que tu sois mon premier invité. Donc, non, il n'est pas commissionné, il est pas client de STEP, mais il fait la promotion de la prévention pour une question simple. La première cause de mortalité et de maladie, c'est les problèmes cardiovasculaires, et la seconde, c'est les cancers. La troisième, c'est tout ce qui est maladie respiratoire. Donc, on néglige beaucoup trop ces dépistages du cancer. Je travaille avec la Fédération nationale des médecins radiologues de France. On ne fait plus que 50% de dépistage du cancer du sein, qui est le premier cancer, et que 50% des cancers de dépistage de cancer du poumon, alors qu'à partir de 50 ans, un scanner faible dose peut très bien limiter les problèmes. Quel est l'avantage de savoir tôt qu'il y a quelque chose à régler? Parce que dans la tête des dirigeants et dans leur pensée magique, je veux pas savoir égale à ça va passer. Je préfère ne pas savoir. Donc, quel est l'intérêt de savoir tôt? On parle de prévention, mais qu'est-ce que ça me change de savoir très tôt? Ah ben, je peux te dire, aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. Les traitements ont quand même énormément évolué et aujourd'hui, dès le début de la maladie, on peut traiter, des maladies, précisément, des maladies qui jusqu'alors étaient inguérissables. Aujourd'hui, on en guérit vraiment avec de l'immunothérapie et on n'est pas seulement en rémission parce qu'on on a commencé à traiter à temps et c'est très important de bien comprendre ça parce que plus on tarde, plus ça devient compliqué à traiter, voire même c'est intraitable. Donc faut bien le comprendre. J'écoutais un cancérologue, les conséquences sont plus lourdes, plus on est loin dans l'évolution de la maladie, plus les traitements vont être envahissants et complexes. Donc c'est pas seulement le fait qu'on va guérir, mais surtout on va peiner beaucoup moins à aller mieux et on aura des traitements moins lourds. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, plus on prend enfin, le dépistage est indispensable parce que enfin, je reviens dessus, c'est indispensable parce qu'au moins, d'abord ça rassure que tout redevient normal. Il y a une petite problématique, mais on peut l'anticiper et même avant même que la maladie soit définitivement installée, on peut commencer de faire du préventif pour éviter qu'elle s'installe. Mais c'est très important, c'est très, très important et la politique de l'autruche que j'ai fait, d'une façon, remarquable, ne mène à rien, hein, si ce n'est à être, comme un couillon, avoir 200 grammes d'inox en plus dans le bras parce que finalement l'humérus a cassé, quoi. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Tu es dans plein de projets et des projets que tu fais en respectant ton rythme et ces nouvelles façons de faire que tu as intégrées à ta vie. Merci de m'avoir accordé ce temps et merci de la confiance de Biogroup pour STEP parce que vous faites partie des acteurs qui étaient là le premier jour. Notre but, c'est d'accompagner le plus de dirigeants possible de professions libérales parce que les professions libérales sont très touchées. Intégrer dans leur quotidien cette notion de santé et de prévention pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils ne détestent pas tout ce qu'ils ont construit, qu'ils ne deviennent pas prisonniers de ce qui les a portés un jour, et pour qu'ils aient les mêmes chances que les autres personnes dans la population. Aujourd'hui, j'estime que le dirigeant n'a pas du tout la même couverture santé, pas seulement par rapport à la société qu'il a un peu oubliée, par rapport à son état d'esprit qui est protecteur par moment, mais aussi cette manière de laisser de côté les choses, cet état d'esprit de résilience qui est positif face à toutes les difficultés qu'on peut avoir, mais qui les empêche vraiment de demander de l'aide, de l'intégrer, d'accepter qu'ils sont humains et que la santé est un actif comme tous les autres actifs de l'entreprise et de leur vie. C'est un actif encore plus précieux que les autres. C'est le premier, c'est vrai, c'est le premier. Merci beaucoup Christian. Merci à toi. On arrête notre podcast aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, Attitude est le podcast de STEP, le premier service de santé des entrepreneurs en France, en Belgique et en Suisse. Notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, accompagner les dirigeants pour qu'ils puissent s'occuper de leur santé, pour que cela devienne leur actif le plus précieux et accompagne leurs projets.